Je vais donc vous présenter le docteur professeur Bennetos, qui va nous éclairer sur un sujet passionnant qui est le rôle des télomères dans le développement des maladies et le vieillissement. C'est là où la biologie moléculaire croise la médecine préventive et peut-être la médecine de demain. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Bennetos, qui est aussi d'origine, c'était un médecin cardiologue spécialiste du cardiaque. Alors je vais vous le présenter. Le professeur Bennetos est une figure éminente dans le domaine de la gériatrie et de la biologie du vieillissement. Il conjugue expertise clinique, recherche de pointe et engagement institutionnel, mais c'est aussi un acteur incontournable dans son domaine. Je vous le lis parce que c'est le compte-rendu qui va être mis dans les annales. Mais ce n'est pas un inconnu pour nous. Il a déjà participé à nos travaux en présentant une conférence passionnante sur le rôle des facteurs de risque cardiovasculaire dans les trajectoires du vieillissement lors de notre séance exceptionnelle du 30 novembre dernier. Je vais vous rappeler en quelques mots les grandes lignes de son parcours. Je dis bien en quelques mots parce que, comme beaucoup de chercheurs de son envergure, lire l'ensemble de son CV prendrait, j'exagère à peine, presque autant que le temps de la conférence elle-même. Le professeur Bennetos est professeur émérite à l'Université de Lorraine. Il a été aussi professeur de gériatrie et chef du pôle des maladies du vieillissement au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Il est membre de l'Académie nationale de médecine. Il exerce aussi des responsabilités académiques à l'international, notamment à l'European, attention, je vais le dire en anglais, tenez-vous, hein, et à l'European Geriatric Medicine Society, et il a été président, donc il a été le président, il est toujours membre du bureau exécutif, et de l'European Society of Hypertension, où il dirige le groupe de l'hypertension artérielle chez le sujet âgé. Ses actes de recherche principaux sont sur la recherche clinique et sur ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire le lien qui est fait entre la recherche fondamentale et les applications concrètes sur le terrain. Il s'est particulièrement intéressé à l'adaptation des traitements chez les personnes âgées hypertendues en fonction de leur degré de fragilité, à la prévention du vieillissement pathologique et enfin à la dynamique des télomères, qui est le thème de sa conférence de ce soir. Le professeur Bennetos a aussi une production scientifique impressionnante. Il est l'auteur ou co-auteur de 447 articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture, et il a présenté plus de 600 communications orales en France comme à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Il s'adresse aussi au grand public à travers des ouvrages que je vous recommande vivement. Je cite « L'abécédaire du futur centenaire, vivre vieux, mieux et plus longtemps, espoir, mensonge et réalité » chez Robert Laffont, et le manuel de Cambridge sur le vieillissement réussi, il a été publié par le Cambridge University Press en 2019, c'est en anglais. Voilà, professeur, si vous voulez bien, vous avez la parole pour 40 minutes, un peu plus que 40 minutes. Pas de raison. Merci beaucoup pour cette introduction très bienveillante. Et oui, donc d'abord, je suis vraiment très honoré, très content d'être ici, parce que c'est important d'échanger avec des collègues, avec des gens qui sont intéressés par une thématique qui nous concerne tous, en fait. Comme souvent, les questions de biologie, surtout sur le vieillissement. Il y a d'ailleurs tellement des réalités et des mythes dans tout ça. Des mythes, MYTH. Et peut-être d'autres. Et donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Alors, les télomères, je vais vous raconter quand même, avant de commencer, je n'ai pas beaucoup de temps, mais en fait, moi je suis un clinicien, je suis médecin, je suis cardiologue à l'origine, et puis gériatre, mais j'étais à Paris jusqu'en 2002, j'étais directeur de recherche à l'INSERM à l'époque. J'ai reçu un coup de fil un jour, en 1999, fin 99, et il y a la secrétaire qui répond, et comme souvent dans les hôpitaux, il y a Monsieur Bennetos, il y a quelqu'un qui parle bizarre, qui dit quelque chose. C'était un Américain.
Enfin, il m'a dit, voilà, je m'appelle Abraham Aviv et je travaille dans le domaine télomère. Vous avez une cohorte, vous avez une grande cohorte. À l'époque, je travaillais à Paris, j'étais à l'hôpital Brousset, qui était un peu le centre de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, etc. Et du vieillissement notamment. Et vous avez une grande cohorte sur laquelle vous avez... J'étais aussi en centre d'examen de santé, l'équivalent du centre d'examen de santé ici, qui s'appelle la Paris IPC. Et j'avais travaillé sur des cohortes pour voir le rôle de la pression pulsée sur la mortalité. Il me dit, est-ce qu'on peut regarder les télomères? Bref. Donc, pour tout vous dire, moi, le mot télomère à l'époque, je lui dis, écoutez, je suis très occupé, je peux vous rappeler demain. Donc, j'ai été regarder un peu parce que j'avoue que mes connaissances biologiques dans ce domaine à l'époque étaient nulles. Bref. Mais il se trouve que déjà, je travaillais dans le domaine du vieillissement cardiovasculaire. Et donc, j'étais déjà intéressé à la question du vieillissement plus général et qu'en fait, mon intérêt essentiel, c'était d'essayer de comprendre les liens entre le vieillissement des différents organes. Donc, l'histoire des télomères me plaisait parce que je dis peut-être il y a des liens qui sont communs. Et c'est comme ça que l'aventure des télomères a commencé en 1999. On est déjà à la 4e diapositive, il est temps de rentrer. Alors, télomère, comprend, voilà, je suis... Comme vous pouvez imaginer par mon nom et mon accent, je suis d'origine grecque. Donc, c'est plus facile pour moi, mais c'est bon, bien sûr, pour les gens cultivés comme nous tous ici, c'est pas très compliqué. Ça veut dire les parties finales. Les parties finales, donc, des télomères, des chromosomes, qui sont là, comme vous voyez, donc, vous voyez les extrémités, donc, les 4 extrémités de chaque chromosome ont une structuration qui est celle-là, que vous voyez ici. C'est-à-dire que c'est une répétition, en fait, des 6 bases, là, vous voyez, GGTTTA, ça, qui se répète à peu près chez l'humain 1500 fois à la naissance. C'est-à-dire 1500 multiplié par 6, parce qu'il y a 6 bases, il y a en gros, à chaque extrémité, en gros, on verra ça en détail, quelques 9000 bases, paires de bases, qui sont situées aux extrémités et qui sont là pour protéger l'intégrité et le fonctionnement des chromosomes, en gros. Voilà. Donc, ils ne fabriquent pas grand-chose, j'en fais rien. Bon, ce sont d'autres structures, donc, où il y a aussi un côté protéique, bien sûr, qui sont situées aux extrémités des chromosomes. Et en fait, les télomères sont ce qu'on appelle, ont un rôle important dans la sénescence réplicative. Alors, le grand principe, c'est à chaque division cellulaire, il y a une partie des télomères qui va disparaître, une partie, une extrémité. Alors, en gros, disons une centaine de bases. Ça dépend de beaucoup de choses, du type de cellules, de l'environnement cellulaire, etc. Mais disons, en gros, il y a ça s'appelle en anglais end replication problem, c'est-à-dire il y a un problème, c'est on perd une partie. Alors, il y a une enzyme qui s'appelle la télomérase dans certaines cellules, qui est là pour remplacer ce qui est perdu quand on a absolument besoin d'avoir des cellules avec l'ensemble des extrémités qu'on a héritées. Et c'est essentiellement, par exemple, au niveau des cellules sexuelles, par exemple, il faut, pour transmettre l'ensemble de l'intégrité de notre potentiel. Alors, comme vous voyez ici, la télomérase est très peu active dans les cellules somatiques. J'ai fait une flèche qui est un peu maigrichon, là, vous voyez, parce que au niveau des cellules somatiques, la télomérase a une activité qui est quasiment absente, d'accord? Et alors que au niveau donc de cellules souches, par exemple, elle est forte, pas pour remplacer la totalité de ce qui est perdu, mais pour réduire l'attrition. On verra ça un tout petit peu plus en détail. Voilà. Alors, les télomères sont devenus très populaires en 2009, suite à l'attribution du prix Nobel à 3 scientifiques américaines, notamment. Donc, la chef de file étant Elizabeth Blackburn, une Australienne qui travaille, et qui travaille toujours, bien sûr, elle est très active encore, aux États-Unis, avec sa principale collaboratrice,
Carol Grader, est quelqu'un qui, comme on dit, passait par là. C'est-à-dire, Chozak, c'était pas du tout un spécialiste des télomères, c'est un grand scientifique, un grand biologiste, mais vous savez comment ça se passe quand il y a le prix Nobel. Il faisait partie des principaux auteurs du papier, parce qu'on a le Nobel essentiellement pour une publication. Bien sûr, pour toute l'œuvre d'une vie, mais c'est sur une publication. Donc, Shostak a eu un rôle important dans les mesures de télomérase. Et Blackburn, qui est à gauche, donc, c'est elle qui était un peu je dirais, la personnalité la plus connue. Mais Grader a fait aussi, elle fait toujours des travaux, bien sûr, d'un très grand niveau. Voilà. La question, bien sûr, moi, je suis pas biologiste, même si je suis professeur de gériatrie et de biologie du vieillissement, je le répète, je suis clinicien avec quelques connaissances dans la biologie, dans le domaine de la biologie, mais ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse au niveau médical, je dirais, c'est quel est le lien entre la sénescence cellulaire et le rôle des télomères qui est connu depuis très longtemps, ce que je disais là, l'arrêt réplicatif, la sénescence réplicative, et le vieillissement. Là, j'insiste beaucoup, pas auprès de vous, mais surtout avec des étudiants, parce que on fait souvent cette erreur. On dit sénescence cellulaire et vieillissement, voilà, si quelque chose peut arrêter la sénescence, on va arrêter le vieillissement. Erreur fondamentale. La sénescence cellulaire, c'est quelque chose qui peut être un des facteurs majeurs pour rester jeune, par exemple, parce qu'on élimine les cellules qui sont vieillissantes, qui sont mauvaises, etc., par exemple. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces domaines, mais ce n'est pas que... D'ailleurs, c'est fait souvent, cette erreur est faite très souvent. Il y a, dans les journaux, on va voir les grands scientifiques qui ont découvert le gène qui va, dans le switch off, comme on dit, de ces gènes, entraîne un arrêt de la sénescence cellulaire. Donc, on va vivre pour toujours. Je rappelle quand même que l'immortalité cellulaire, c'est essentiellement une caractéristique du cancer. D'accord? Donc, les cellules qui ne meurent pas ne nous rendent pas, malheureusement ou heureusement, peu importe. En tout cas, elles ne sont pas responsables d'une immortalité de l'humain. Voilà, donc quel est le lien? Bien sûr, il y a des liens entre les deux. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer dans mes diapositives qui suivent. Donc, il y a deux parties, si on peut dire ainsi. Quelle est la relation entre donc la longueur des télomères, qu'on va appeler LT, parce que ça se répète tellement, ces deux mots, que sinon c'est très fatigant pour vous et vos yeux, et les maladies liées au vieillissement, le vieillissement et les maladies qui sont liées au vieillissement. Et puis, finalement, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai aujourd'hui, par exemple, une longueur de télomère à 6,8, disons, kilobases, et M. Descorvins, ici présent, a une longueur de télomère, on va dire qu'elle est plus courte que la mienne, d'accord? Le 6, ça l'est, bon, voilà. Alors, quels sont pourquoi? Voilà. Et puis après, il y a plein de choses. J'ai fait une sélection parce que quand on travaille, en plus chacun d'entre nous, on pense qu'on travaille sur le sujet le plus important, bien sûr, c'est humain. Après, si on a le temps, je vais vous raconter une autre histoire, mais pas maintenant. Par rapport à ça, Mais voilà, donc j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de choses, même pour des questions extrêmement importantes, je ne vais pas aborder du tout, mais s'il y a des questions, je vais essayer de répondre. Bref. Alors, déjà, il y a plus de 20 ans, un des premiers papiers. Alors, pour dire, dans le cancer, l'histoire des télomères, au niveau des cellulaires, de la sénescence cellulaire, c'est connu depuis les années 40. Le mot télomère arrive en 42-43, le mot télomère. Et les recherches dans la sénescence cellulaire, ce qu'on appelle la limite de Hayflick, vous savez, l'arrêt de la réplication après un certain nombre de divisions cellulaires, le fameux, cette limite de Hayflick, et c'est très lié à la longueur, au raccourcissement de télomère, bien sûr. Bon, au niveau populationnel, oui, une des premières études dans une petite population, une étude britannique qui montre que si vous avez des télomères plus longs, vous avez plus de chances de vivre plus longtemps. On verra ça en plus en détail. Voilà. Et c'est au début donc, des années 2000 où il y a un intérêt au-delà du cancer. Le cancer parce que, justement, quand les cellules n'avaient pas cette usure télomérique pour s'arrêter quand elles étaient vieillissantes, d'accord, donc pour des raisons XY,
les cellules continuent à se répliquer, à se diviser de façon anarchique, avec donc des problèmes de cancer. On verra ça aussi par la suite. Donc, dans le domaine cardiovasculaire qui m'intéresse davantage, mais pas exclusivement, les premières donc, études dans ces domaines-là arrivent début des années 2000. Et moi, j'ai la chance, donc à l'époque déjà, de commencer à travailler sur ces cohortes, comme je vous disais, avec Abraham Avib. Vous voyez ici qu'on commence dans des petites cohortes de quelques centaines de personnes, souvent, parfois même des dizaines de personnes, à dire, attention, les gens qui ont des télomères plus courts, à âge constant et à tout le reste constant, ils ont plus de maladies cardiovasculaires. Quel est le lien? C'est observationnel. C'est qui les responsables? C'est quelle la conséquence? On n'en sait rien. Enfin bon, il y avait plusieurs études comme ça. Et puis, bien sûr, il y a le boom, je dirais, c'est après l'épidémiologie génétique, notamment avec ce qu'on appelle donc les analyses donc des mendéliennes, comme on dit, donc qui font que finalement on peut mesurer bien sûr la longueur des télomères dans des très grandes cohortes. Là, vous voyez, 472 000 personnes sont des personnes qui sont dans les databases, dans les bases de données des Anglais, des Britanniques. Ils sont les champions, les Britanniques, dans ce domaine-là, ils gardent tout. Et donc, les scientifiques, notamment cette équipe de Samani et Code, qui en 2001 publie le lien entre la maladie, entre les télomères et la maladie coronaire chez 20 personnes, une vingtaine de personnes, 25 sujets, vous voyez ici. Et 20 ans plus tard, elle va publier, comme vous voyez ici, pile 20 ans plus tard, cette même équipe montre que avec la randomisation mendélienne, c'est-à-dire on mesure dans une sous-groupe de ces 470 000 personnes, on mesure aussi la longueur des télomères, mais en plus, on va identifier les gènes qui sont responsables de la longueur des télomères et on va étudier les liens entre ces gènes et le problème cardiovasculaire, etc. Et ce sont ces analyses qui vont montrer des choses intéressantes que je vais essayer de résumer dans 3-4 diapositives ici. Et vous voyez ici, d'abord, on voit toujours, donc dans cette étude de 2021, de l'équipe des Codes et Samani, vous voyez donc tout ce qui est bien sûr à droite de la ligne verticale, ça veut dire que plus les télomères sont longs, plus on a des risques de développer plusieurs types de cancers, comme vous voyez ici. Et donc, de façon quand même assez importante. Vous voyez des odds ratios, c'est-à-dire des risques qui sont parfois 2 fois ou 3 fois par rapport, donc quand on divise les gens, à ceux qui ont des télomères plus courts ou plus longs. Alors, par contre, vous voyez ici, dans le domaine cardiovasculaire, les odds ratios, les risques sont en dessous de 1. Ça veut dire qu'on a plus de risques quand on a des télomères plus courts. Donc, on a plus de risques d'avoir des cancers quand on a des télomères plus longs et vice-versa, on a quand on a des télomères plus courts, on a des risques accrus d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ici, c'est la maladie coronaire. Dans cette diapositive, c'est une autre équipe, d'autres cohortes, la même chose. On voit là encore plusieurs types de cancers, vous voyez ici, où le risque d'avoir un tel cancer est accru chez les gens avec des télomères plus longs. Et dans la même étude, par contre, l'opposé, quand on a, donc les risques sont en dessous de 1, ça veut dire que plus on a des télomères courts, plus on va avoir des maladies dégénératives, notamment ici cardiovasculaires, et sur la diapo suivante, même étude, par rapport à certaines maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. On voit que le risque n'est pas énorme, c'est-à-dire la différence, c'est des tertiles, je crois, ici, c'est de l'ordre, c'est à la limite de la significativité, mais c'est dans des cohortes qui sont vraiment larges, et ça s'est retrouvé dans plusieurs autres études. Alors, et pour terminer avec cet aspect, cette partie très épidémiologique, on voit également ces associations, vous voyez donc tout ce qui est dégénératif, je dirais, à être associé davantage avec les télomères plus courts. Et c'est pareil pour la fragilité. Quand on mesure la fragilité, on voit qu'à âge constant, toujours bien sûr, je vais y revenir, on va avoir plus de risques de développer une fragilité chez les gens qui, par rapport à leur âge, ont des télomères
relativement court. Vous voyez là, ici, un certain nombre d'études. La moyenne de toutes ces études n'est pas extrêmement, je dirais, spectaculaire, mais elle est statistiquement significative et les tendances sont quasiment observées dans toutes les études. Alors, pour conclure, on peut dire ici que, finalement, il y a une sorte de... Ça, les Américains... Enfin, en anglais, ils disent trade-off. C'est-à-dire il y a un équilibre, une balance entre le risque de cancer et le risque de maladies dégénératives. Quand on a des télomères longs, on va y revenir sur le possible mécanisme de ça. Imaginez qu'on a donc une machinerie, je dirais, cellulaire qui est plus active, une capacité de réplication qui est plus importante. C'est-à-dire les télomères longs ne sont pas responsables des mutations initiales, mais vont contribuer, une fois la mutation installée, à une réplication, une capacité réplicative plus intense. C'est ça l'hypothèse principale. Je ne suis pas un spécialiste du cancer, donc je ne peux pas aller plus loin. Je peux parler un petit peu plus par rapport à l'opposé, c'est-à-dire pourquoi les gens qui ont des télomères plus courts ont plus de maladies dégénératives, cardiovasculaires, neurologiques, fragilité, etc. Parce que tout ça, on peut considérer comme un processus dégénératif. Je vais vous montrer. En tout cas, du point de vue épidémiologique, ceci est quelque chose qui est retrouvé de façon quasi constante. Mais attention, je crois que c'est la diapo suivante. Oui, alors, il y a un point qui est très important. Je suis désolé, là, c'est quasiment impossible de lire cette diapositive, mais vous allez me croire. Voilà. Alors, les 4 panneaux, donc globalement, c'est la mortalité, et vous avez 4 panneaux. En haut, mortalité toute cause. En haut, à droite, quand vous regardez, cardiovasculaire. Et le C, c'est autre cause de mortalité. D'accord? En bas, à gauche. Et en bas, à droite, c'est mortalité par cancer. Et les différentes couleurs, c'est les groupes en fonction de la longueur des télomères. C'est-à-dire, au milieu, vous voyez, en haut, il y a la légende. Au milieu, c'est la ligne pointillée qui sont à la moyenne, les LTL qui sont près de la moyenne. Et puis là, ce sont les gens qui ont soit des télomères plus courts ou plus longs par rapport à la moyenne. Alors, si on prend la mortalité toute cause, comme je disais aussi au début, les personnes qui ont les télomères les plus courts sont les personnes qui ont la plus forte mortalité. Bon, et puis, les personnes qui ont les télomères les plus longs, vous voyez, vers le bas, ont des mortalités plus basses. Donc, pareil pour la mortalité cardiovasculaire, pareil pour la mortalité haute cause, mais pareil aussi pour la mortalité par cancer. Alors, j'ai discuté au début, je croyais que c'était une erreur, j'ai discuté avec les auteurs. Il m'a dit oui, c'est comme ça. Et l'hypothèse, c'est que, oui, certains cancers, comme j'ai montré, qui sont liés à une activité réplicative accrue avec les sortes de télomérase éventuellement, etc., peu importe. On a plus de cancers quand on a des télomères plus longs, mais finalement, la mortalité par cancer, qui dépend beaucoup des comorbidités aussi, et l'état général de la personne, tout ça contrebalance, je dirais. Le plus de cancers avec des télomères longs, finalement, on a plus souvent un cancer, mais la mortalité ensuite, elle est plus faible quand on a des télomères plus longs. Et du coup, là, je ne sais pas si c'est clair, mais vous pouvez m'interrompre d'ailleurs. D'accord? L'un dans l'autre fait que, oui, on a un risque accru de faire des cancers, mais sur le plan populationnel, alors là, on ne prend pas des cas extrêmes. Il y a des gens qui ont des télomères vraiment beaucoup plus longs, et là, peut-être c'est chez ces gens-là, la mortalité, c'est accrue. Mais là, on parle sur le plan populationnel, la relation entre la mortalité par cancer, même par cancer, les autres, c'est évident, mais même par cancer, la mortalité, elle suit les mêmes tendances que la mortalité par autre cause, notamment la mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des télomères un petit peu plus longs par rapport à un autre âge que des télomères plus courts. Voilà. Et pour terminer, toujours, mes chers collègues de Samani, on montrait avec des modèles, voilà, cette diapo aussi, il faut passer du temps, j'essayais de l'expliquer un petit peu, parce que pour moi d'abord. Alors, la ligne en pointillé en bas, c'est les gens qui ont les télomères les plus longs. D'accord? Voilà, c'est les gens en noir, ce sont les L, bon, devant TL, c'est LT, ça veut dire
longueur télomère, LTL, c'est au niveau de leucocytes, au niveau du sang. D'accord? Au niveau des globules blancs. Donc, on voit qu'entre la ligne noire en bas, qui est le C0, c'est les gens qui ont une déviation, leur longueur télomère est supérieure d'une déviation standard par rapport à la moyenne. D'accord? Et en bleu tout en haut, c'est ceux qui sont à l'autre opposé. Une déviation standard en dessous de la moyenne. Et bien, la différence en termes d'espérance de vie, si vous avez 40 ans, et donc, si vous êtes au niveau de la ligne bleue, vous avez en moyenne 2 ans et demi de plus d'espérance de vie. Bien sûr, quand on arrive à 80 ans, tout ça, diminue. D'accord, c'est évident. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que, dosage et observation, dans notre laboratoire, à l'unité INSERM, on a donc à l'unité INSERM qui est à la faculté de médecine, au sein de l'unité des cas qu'on a créé, nous avons créé avec 4 autres collègues en 2004. 2 ans après mon arrivée ici à Nancy. Et donc, nous avons un laboratoire depuis le début, un laboratoire télomère. Et donc, nous faisons aussi, au-delà de faire toutes ces mesures des études que vous avez vues, après 2004, après c'était à Paris. Mais aussi, ce que je vais vous montrer par la suite, mais aussi, on a des travaux au niveau donc, plus expérimental. On a essayé de comprendre le mécanisme et dans le côté translationnel, on essaye de prendre, on a pris ici des prélèvements, c'est pas des cellules en général ou des lignées, etc. C'est des cellules des personnes qui ont participé dans des études et pour qui on savait quelle était leur histoire, je dirais médicale et cardiovasculaire, etc. Mais aussi la longueur de télomère au niveau de leurs globules blancs, mais aussi au niveau d'autres tissus. J'ai le temps. Et donc, on a mesuré aussi la capacité, donc on a isolé, c'est Simon Toupens, la personne qui est donc, c'est lui qui est le biologiste cellulaire responsable avec moi de cette unité, de ce laboratoire au sein de l'unité INSERM. Et donc, nous avons observé que les progéniteurs endothéliaux qui avaient les télomères, qui avaient les capacités réplicatives les plus importantes, ça, vous voyez ici, ce sont les cellules, les progéniteurs des patients, on dirait les patients, qui ont une capacité proliférative au niveau de leurs progéniteurs endothéliaux qui est plus importante. Et les hauts, là, je vois pas la flèche, je vois plus la flèche ici, c'est là. D'accord, eux, ils avaient des télomères donc au niveau de globules blancs et au niveau de ces mêmes progéniteurs qui étaient beaucoup plus élevés, les télomères, que les patients dont les progéniteurs avaient une activité réplicative moins importante. Donc là, on trouve un lien direct entre la longueur des télomères au niveau des progéniteurs et au niveau des globules blancs de façon plus générale, et l'activité réplicative, la capacité réplicative de ces progéniteurs, cellules progéniteurs. Et donc, ça montre quand même qu'il y a un, je dirais, direct entre ces deux constantes. Et le modèle qu'on a proposé, c'est que finalement, donc le modèle qu'on propose, c'est que quand on a des télomères donc plus courts, on aura moins de capacité de remplacer. En fait, le vieillissement, c'est quoi? C'est une balance entre les lésions et la capacité de réparation. Après, il y a plein de mécanismes génétiques, épigénétiques, environnementaux, etc. Mais cette balance, donc les lésions s'accumulent avec le temps et les capacités de réparation diminuent avec le temps. C'est ça, en fait. Et donc, les télomères, ce sera un des facteurs, je ne dis pas que c'est le seul, à contribuer. Et que pour contribuer à pouvoir, donc justement, quand on perd ces cellules endothéliales, par exemple, de pouvoir régénérer des cellules endothéliales, par exemple. Voilà un peu. Alors, je vais faire une parenthèse, parce que pendant la période Covid, bien sûr, on s'est intéressé aussi de savoir si, dans cette, qu'on appelait tsunami, et je n'ai pas jamais aimé ces termes pour le Covid, mais enfin bref, cette vague d'inflammation, si les télomères avaient un rôle. Et là, on a travaillé encore avec
de l'équipe de Avi, qui est donc à New Jersey, et puis l'équipe aussi de Framingham, qui est à Boston. Et dans une population, là c'était le premier résultat, on a confirmé après sur une étude un peu plus large, mais je vais passer très rapidement. Là, c'est le pourcentage. C'est une méthode de mesurer un peu différente qui s'appelle Tesla. N'a rien à voir avec les voitures et Monsieur Musk, comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, c'est le télomère. Ça mesure seulement le pourcentage des télomères très courts. Voilà. Je passe les détails, mais au lieu d'avoir la mesure de taille moyenne des télomères, parce qu'il y a plusieurs tailles, on va prendre les télomères qui sont les plus dangereux, enfin qui sont les plus méchants. Et donc, quand on a beaucoup de télomères très courts, il y a souvent des problèmes, même si la moyenne n'est pas très différente. Donc, c'est une méthode qui est très difficile à faire et très compliquée à vrai dire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Que finalement, on sait que pendant le Covid, surtout chez les personnes âgées, l'indicateur biologique simple le plus fiable de gravité, c'était la lymphopénie, la destruction des lymphocytes. Ce qu'on a vu, c'est que chez les gens à gauche, donc c'est les patients, ils ont plus de 80 ans tous. Oups. Les patients qui avaient le Covid, et de l'autre côté à droite, c'est les gens qui n'avaient pas de Covid, mais qui étaient hospitalisés en même temps pour d'autres raisons. Et ben, dans le groupe Covid, là où il y avait des télomères, beaucoup de télomères trop courts, vous voyez vers la droite quand vous regardez ici, sur cette partie-là, donc on avait une lymphopénie plus importante, une baisse. Alors qu'il n'y avait aucune relation chez les gens qui n'avaient pas le Covid. Et la proposition qu'on a fait, c'est que finalement, quand vous avez des télomères, vous avez à gauche, c'est dans une situation normale, une destruction lymphocytaire qui est relativement modeste. Et donc, même si vous avez des télomères courts, sur toute la partie qu'on appelle normale en bleu ciel, finalement, les lymphocytes, peu importe si vous avez des télomères courts ou longs, on peut régénérer. Mais si vous êtes dans une situation d'un extrême stress, c'est-à-dire comme les Covid à droite, en rose, eh ben, si vous avez des télomères longs, vous avez cette possibilité de régénérer plus facilement les lymphocytes et vous évitez une lymphopénie sévère, ce qui n'est pas le cas quand vous avez des télomères courts. Donc, combien de temps il me reste, Monsieur le Président? 10 minutes? Moins? Vous êtes à 30 minutes, alors vous avez encore un peu de temps. Oh. D'accord. Vous avez au moins dit entre 10 et 15 minutes. Non, mais j'aurais fini dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Donc, ça c'est un peu la conclusion, je dirais. Donc les télomères longs vont augmenter les potentiels cellulaires pour lutter contre les maladies dégénératives. Donc, comme je dis, par la capacité de réparation, on a besoin de ça en vieillissant. Et finalement, on a quand même, en fait, découvert, c'est un grand mot, on a observé que peut-être les télomères ont un rôle aussi. Il y a eu quelques études aussi plus anciennes dans le cas d'épidémie des grippes qui avaient suggéré ce rôle potentiel des télomères dans la gravité des maladies infectieuses aiguës. Voilà. Alors, régulation. Alors, finalement, c'est la deuxième question. On a dit qu'on voit... J'ai essayé de vous convaincre en vous donnant aussi quelques idées mécanistiques sur le pourquoi les télomères courts peuvent avoir, ou plutôt pour restons positifs, pourquoi avoir des télomères longs peut avoir un rôle protecteur contre des situations aiguës chroniques. Alors, finalement, il faut savoir que les télomères, avant tout, c'est la génétique. Les télomères que nous avons, nous, maintenant, à 50, 60, 70 ans, peu importe, c'est avant tout génétiquement déterminé, en grande partie, pas complètement, 60% à peu près de la longueur de notre longueur télomère, et c'est la génétique. Le pourcentage diminue avec l'âge, mais reste très important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que, donc, avec l'âge, les télomères s'usent. Il y a une attrition télomérique. Attention à ne pas confondre. Il y a des papiers qui disent l'obésité est associée à une augmentation de l'attrition des télomères. Alors qu'ils veulent dire, nous avons mesuré des télomères et les gens qui avaient une obésité avaient des télomères plus courts. L'attrition, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire, j'ai mesuré au début, je les mesure après, et j'ai ça. Avoir des télomères courts, c'est peut-être parce que je suis né avec des télomères courts. Et toute la différence est là. Je peux vous dire que, c'est pour ça que je dis, c'est un sujet passionnant et
passionnel. Mais donc, il faut peser les mots. Donc là, avec l'âge, on a des télomères, quand on prend des gens en cross-sectionnel, mais aussi en longitudinal, il y a une diminution. Quand on prend des études même longitudinales, donc ça veut dire les mêmes personnes avant-après, quand je vous montrerai, en gros, au niveau des leucocytes, on va perdre 25-30 bases par an. On a 9000 bases à l'origine, en gros. Ça, c'est les adultes. Mais si vous voyez sur l'ensemble de la vie, les choses ne sont pas linéaires. Et tout est là aussi. La deuxième chose importante, au-delà de la génétique et ce qu'on a hérité de notre papa et de notre maman, biologique, il y a aussi, vous voyez ici, une usure très importante au cours, notamment de la première année de la vie. Et disons, beaucoup de gens disent jusqu'à l'âge de 10 ans, moi je dirais que le changement de pente, c'est aux alentours de 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire là où le corps a besoin une expansion énorme, et je parle de là, c'est LTL, hein, ça c'est-à-dire, on parle de leucocytes. N'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle l'hémothélium, c'est-à-dire on a une origine commune des cellules hémopoïétiques et des cellules endothéliales. D'accord? C'est important ça parce que tous les cardiovasculaires dépendent beaucoup de l'endothélium. Passons. Donc, il y a une usure importante de leucocytes au niveau des télomères au niveau des leucocytes. De l'ordre, au cours jusqu'à l'âge de 10 ans, on va perdre 1,5 kilobases au niveau des télomères de leucocytes. Les femmes ont des télomères plus longs que les hommes du même âge. Une femme de 40 ans a la longueur des télomères d'un homme de 32 ans. Il y a 8 ans d'écart, 240 bases. Je vous ai montré en gros 30 bases par an, 240 divisé par 30, on arrive à 8 ans d'écart. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est tout à fait justifié qu'une femme de 50 ans, par exemple, puisse se marier avec un homme de 42 ans, mais pas l'inverse, comme c'est le cas souvent. Bref, et ça c'est toute étude qui a au-delà de 200... Alors, tout ce que nous on fait, parenthèse, je ne vais pas parler de ça parce que c'est très long aussi, c'est uniquement avec Southern Blot. C'est pas avec qPCR. Alors, les détails, c'est un détail, mais il y a une méthode, le Southern Blot, qui a une répétabilité de 2%, et il y a l'autre qui a une répétabilité de 6,5% à 7%. Et la diapositive que vous avez montrée, chers collègues, avec les types de mesures, j'ai la même diapositive exactement quand je parle de pourquoi, pour faire avec qPCR, il faut avoir des milliers de personnes à mesurer, parce que 6%, c'est pas pareil que 2% de répétabilité. Bref, donc, dès qu'on a à peu près 200-300 personnes dans une cohorte, on peut voir ces différences entre femmes. C'est constant. Les personnes, j'ai mis couleur noire, c'est pas de la peau, c'est pas pour faire politiquement correct au lieu de dire noir ou blanc, je sais pas quoi, africain. C'est la couleur de la peau qui pèse. C'est histoire de mélanome, etc. Je passe sur la sélection naturelle. Les noirs ont des télomères plus longs que les blancs. D'ailleurs, les noirs ont très peu de calcification coronaire. Et ils ont beaucoup, par contre, de maladies prolifératives, notamment hypertrophie ventriculaire gauche, etc. Ils ont un télomère où, vous savez, s'il y a des cicatrices, on voit souvent, chez les noirs, il y a beaucoup plus de cicatrices qui marquent parce qu'il y a une capacité réplicative plus importante. Donc, voilà. Donc, les télomères que vous avez dépendent des télomères avant tout que vos parents vous ont passés. Dépend de votre âge, dépend de votre sexe, les femmes ont des télomères plus longs, et dépend de vos ancêtres. Si vous avez donc du sang noir, enfin, je veux dire si les gens de peau noire ont des télomères plus longs que des... Voilà. Donc maintenant, tout ça, c'est un peu... c'est le passé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour terminer? Beaucoup de gens disent... Entrez sur Internet, vous allez voir. Tel scientifique a dit, faites 3 fois, envoyez-nous quand vous avez un peu de cheveux. Quand vous n'avez pas de cheveux, envoyez-nous, je sais pas, autre chose. D'accord? On va mesurer vos télomères, on va vous proposer, on va vous demander 1800 €, d'accord? Oui. 800 €, oui. Je le dis au micro. C'est très bien, on va vous envoyer un programme d'activité physique. Vous allez suivre ça pendant 3 mois. On remesure vos télomères, garantie, c'est prolongé si vous étiez sage. Bon, il y a rien qui change vraiment le télomère en aigu, sauf des situations comme le Covid, etc. Peut-être, mais voilà. Passons. On a fait cette étude longitudinale
Personnellement, je l'ai dit, parmi ce que j'ai fait dans ce domaine-là, je pense que c'est ce qui me plaît le plus, ce qui a été fait. Parce qu'on a répondu à une question qu'on a retrouvée par la suite plein de fois sur d'autres cohortes. On a pris 1100 personnes, 4 cohortes différentes. Vous voyez ici. Tous ces gens-là ont une mesure numéro 1, et 13 ans plus tard, 12 à 14 ans plus tard, mesure numéro 2, avec la même méthode, dans les mêmes laboratoires. Et on a classé les gens la première fois, tous adultes. On les a classés en 10 déciles, en fonction des télomères, des groupes de 10, de plus court au plus long. La première fois, deuxième classification, la deuxième fois. Et on a essayé de voir quelle était la concordance entre les deux mesures, du point de vue décile. C'est-à-dire, supposons que la première fois, j'étais dans les 4e déciles des télomères, donc un peu en dessous de la moyenne, par exemple, et 94%, plus de 94% des gens étaient classés quasiment dans le même décile ou un décile d'écart. Il y a une très grande stabilité du ranking, comme on dit, du rang télomérique. Bien sûr, ils ont tous des télomères plus courts. C'est pour ça que les télomères sont déplacés. D'accord? Ils ont tous des télomères plus courts. Donc, les histoires, si je fais le tour de mon quartier, etc., je veux rallonger mes télomères, je pense que c'est faux. Par contre, j'ai beaucoup plus de raisons de faire des tours et des tours autour et de ne pas grossir et je ne sais pas quoi d'autre si j'ai des télomères courts, oui. Parce que j'ai déjà quelque chose qui est négatif. Alors, ça, je vous ai parlé, la première phase des grandes usures, pas dans tous les tissus. Sur les tissus à haute activité réplicative. En haut, c'est dans les études, on a beaucoup travaillé sur des mesures comparatives, c'est sang et muscles squelettiques. Graisse aussi et peau. Donc, sur des tissus comme les muscles, avec une activité réplicative faible, il n'y a pas cette usure initiale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de créer des milliards et des milliards des précurseurs, des cellules. Tout est drivé, comme disent les Américains, par les globules rouges avant tout. Hein. Les besoins qu'on a à créer une armée des progéniteurs hémopétiques, ce qui fait au cours de nos premières années de la vie, est énorme par rapport à toutes les autres lignées cellulaires. Par contre, et ça, vous voyez, la toute première diapo, la télomérase est là, mais avec une activité partielle. Donc, il y a une usure télomérique à cause de ça, au début de la vie. Quand on a créé les milliards de précurseurs, là, après, quasiment après, dans notre vie, les cellules, chacune des cellules va fonctionner pareil, que ce soit à peu près musculaire, ou hémopétique, ou au niveau de la peau, etc. C'est ça qui explique cette usure. Et cette usure, je crois que c'est la dernière, je passe à la conclusion. Ça, c'est l'étude d'où on a pris aussi les prélèvements. Après, on a fait tout ce que vous avez vu sur l'activité réplicative que je vous montrais sur les explications au début. Qu'est-ce qu'on a pris ici? Donc, ça s'appelle l'éthyltélarta. C'était financé par le premier plan de recherche translationnelle de l'ANR. Et on était un des 5 projets choisis en France. Donc, on a dit, on va mesurer en même temps dans 2 cohortes, enfin 2 types de populations, chez des gens qui ont une maladie athéromateuse et de contrôle. Et on va mesurer les télomères dans le sang, au niveau du muscle, au niveau de la peau. Le sang, c'est facile. Le muscle, c'est pas facile. Et les ponctions musculaires, je vous les déconseille. Ça fait très mal. Donc, on a travaillé avec les chirurgiens. 70% ont été recrutés à Nancy et 30% à Marseille. Et donc, on a eu des prélèvements de reliquats chirurgicaux qu'on a utilisés pour faire au niveau du muscle et de la peau. Et là, je vous montre les différences entre le muscle. Le muscle, comme je vous ai montré, la diapo précédente, a toujours, je n'ai jamais vu un patient avoir des télomères plus longs au niveau du sang que du muscle. Jamais. Il y a toujours un écart entre 1 et 2 kilobases. Pour la raison que je vous ai montrée, la perte initiale. Et ce qu'on a vu donc, ce qu'on a vu, c'est que
Oui, au niveau LTL, les patients, c'est entendu, avec la maladie ASCVD, ça veut dire maladie coronaire et maladie athéromateuse cardiovasculaire, avec des télomères plus courts. Mais au niveau du muscle, pas de différence. Pas de différence. Le niveau du muscle, ça nous rapproche un peu au niveau de notre télomère à la naissance. Par contre, vous voyez ici, ce qui change, c'est l'écart entre le muscle et les sangs. Ça veut dire quoi? Que cet écart ici, il est plus davantage creusé chez les gens qui ont une maladie athéromateuse. Cette usure initiale est plus importante. Peut-être donc la clé dans l'histoire des télomères, c'est qu'est-ce qu'il se passe et quels sont les facteurs qui sont responsables de cette usure initiale au cours des premières années de la vie. Et donc, depuis quelques années, on travaille beaucoup avec des enfants. Je suis un gériatre qui travaille beaucoup avec des corps d'enfants. Et donc on a travaillé surtout dans le domaine de l'obésité infantile. Et on a des cohortes maintenant sur la pollution, cohortes grecques et cohortes belges. Et je n'ai pas le temps. Voilà, on ne travaille pas dans les autres domaines, mais ce sont des domaines importants. Tout ça pour dire, voilà, donc juste les enfants de très bas âge, ça c'est la cohorte grecque longitudinale. On a vu que les enfants qui avaient à l'âge de 2 ans une obésité avaient des télomères plus courts, même si par la suite, ils récupéraient un poids normal. Enfin, ils n'étaient plus obèses après. Donc, vous voyez, donc ça c'est important. Sur la pollution, je ne vais pas parler là, je passe. Et je vous donne mes conclusions. Donc, il y a un fort déterminisme génétique de la longueur des télomères et une grande variabilité individuelle. Donc, si nous avons aujourd'hui des télomères courts, des télomères longs, ça dépend essentiellement de 2 choses. Ce qu'on a hérité de nos parents et l'usure qu'on a subie, ce qu'on appelle l'attrition au cours des premières années de notre vie. C'est ça les 2 points clés. L'attrition télomérique pendant les 10 premières années de la vie, donc elle est très élevée, notamment au tout début de la vie, environ 1 kilobase au cours de la première année, au niveau donc, je répète, des tissus comme le sang, des tissus à très forte activité réplicative. Pendant la vie adulte, donc, l'usure est beaucoup moins importante. Les télomères plus courts, on a dit qu'il y a une sénescence réplicative. Les hommes ont des télomères plus courts que les femmes. Les télomères longs sont associés à une plus grande longévité, un rôle protecteur contre des maladies dégénératives liées au vieillissement et certaines complications des maladies aiguës, les résultats que je vous ai présentés avec les Covid. Et puis les télomères trop longs sont associés à certains cancers. Et je dirais que, je finis, la longueur des télomères, c'est une sorte de dot qu'on récupère, c'est l'héritage, plus quand même comment on a géré ça au tout début de notre vie. Donc si, par exemple, notre papa et notre maman fument pendant qu'on est peut-être enfant de bas âge, ça peut jouer un rôle, surtout si la mère fume pendant la grossesse, par exemple, problème de malnutrition. La pollution environnante est un rôle très important, il y a des études. Et puis... donc c'est une dot, c'est un capital que nous avons constitué et on aura besoin de ce capital plus tard dans la vie. Parce que la balance entre la lésion et la réparation, c'est là où ça se joue vraiment. Quand on est jeune, on a suffisamment de mécanismes. Même avec des télomères courts, on se débrouille. Mais à partir de l'âge moyen et plus tard, on a ce capital est très important et pour pouvoir donc l'utiliser pour réparer. Merci.